Le nouveau Napoléon III, Nayib Bukele, mon dictateur bien-aimé, le nouveau Napoléon III. C'est ce que nous allons étudier ensemble après le générique. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. YouTube m'a proposé de visionner la vidéo de Tucker Carlson avec Nayib Bukele. Alors, je regarde, j'obéis à YouTube. Et je découvre que M. Bukele, qui vient de sortir son pays de la misère, de la guerre civile, a dû, pour arriver à cela, pour redonner de l'espoir à son peuple, reprendre le contrôle de son pays, c'est-à-dire de son espace de paix, son territoire. Et je trouve qu'en cette période trouble en France, où notre président liquide vient de dissoudre l'Assemblée, eh bien, ce pays est un bon exemple de la troisième voie que nous devrions mettre en place en France. Ni Mélenchon, ni Bardella, ce qu'il faut, c'est la troisième voie. Ce petit pays, d'ailleurs, le Salvador, me rappelle beaucoup le petit royaume du Cambodge dans lequel je vis, où il y a également un dictateur bien aimé qui aime lui aussi son peuple. Nous rentrons dans la partie histoire. Alors, Nayib Bukele est né le 24 juillet 1981 au Salvador. Il est le fils d'Olga Ortez de Bukele et d'Armando Bukele Catán. Son père fut un homme d'affaires d'origine palestinienne, originellement chrétien, et là c'est intéressant, il se convertit à l'islam et devient un imam. Il est mort en 2015. Sa maman, Olga Maria Ortez, est une chrétienne catholique. En 2014, il épouse Gabriela Rodriguez, d'origine séfarade, c'est-à-dire juive. Il n'est pas clair si elle est de confession aujourd'hui juive ou catholique, ou agnostique, ou athée. En 1972, le Salvador connaît un coup d'État et une guerre civile qui va s'en suivre. Il y a un front commun, le Parti communiste, le Mouvement national révolutionnaire et les démocrates chrétiens remportent les élections. L'armée, alors, sous la conduite de la CIA, tente un coup d'État. Ce coup d'État ne fonctionne pas et José Napoléon Duarte quitte le pays. Mais ce n'est que partie remise, la CIA s'organise un peu mieux et en 1979 a lieu un nouveau coup d'État qui lui fonctionne et Duarte revient au Salvador et devient président, dictateur. Mais là du coup pas un dictateur éclairé, dictateur là du coup d'extrême droite. Alors débute une guerre civile. Et là, je vais prendre le temps de vous expliquer l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Que Mélenchon, que le front de gauche, le nouveau front de gauche populaire, combat. Il y a plusieurs extrêmes droites. Alors déjà, il faut distinguer l'extrême droite en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on entend par extrême droite en Amérique du Sud? Duarte, qu'est-ce qu'il était? Eh bien, il était un libéral, donc à droite, purement à droite, parce que la droite ou la gauche, en réalité, ce sont des définitions économiques. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. La gentillesse n'appartient pas à la gauche ou à la droite. Donc c'est un libéral, dictateur, autoritaire, on va dire, qui combat le marxisme.
Ça, c'est la définition de l'extrême droite à l'américaine, et il est bien évidemment soutenu par la CIA, les États-Unis. Les instructeurs arrivent au pays, forment les militaires et forment également les escadrons de la mort qui massacrent une bonne partie de la population. Donc cette guerre civile débute et c'est la démocratie qui arrive, la démocratie américaine, donc celle de Biden, c'est-à-dire celle des Américains démocrates, qui veulent offrir, comme les socialistes français l'ont fait, la démocratie au monde. Et ce faisant, s'il faut massacrer la moitié de la planète, c'est pas très grave, puisque nous détenons la vérité, la démocratie. Alors, c'est cette même démocratie, je le rappelle, l'Amérique du Sud, il y a eu plein de coups d'État de cette démocratie, mais c'est aussi elle qui a fait le coup d'État au Vietnam, au Cambodge, et plus récemment, bien sûr, elle a fait le coup en Irak, en Libye, en Ukraine et en Israël. Merci au Central Intelligence Agency. Alors, on va encore distinguer le fascisme, puisque là, on va beaucoup entendre le nouveau Front populaire, pas Mélenchon, parce que lui, elle a cette culture tout de même, mais tous les débiles antifascistes se trompent, car eux, inconsciemment, ils combattent bien sûr le racisme, bien évidemment, mais ils combattent l'extrême droite à l'américaine, pas le fascisme. Le fascisme de Mussolini, c'est un parti de gauche. Mussolini vient de l'extrême gauche, il est marxiste avant de devenir fasciste. Il connaît le marxisme sur le bout des doigts. Le fascisme italien est un mouvement modernisme futuriste qui englobe aussi bien une volonté d'un nouvel homme, ce qu'on appelle un mouvement artistique qui s'appelle le futurisme. Regardez les photos que je vais vous mettre en même temps, et je vous donne la définition du futurisme. Donc c'est socialiste. Le futurisme est un mouvement littéraire, artistique européen du début du XXe siècle qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines, la vitesse. Bon, vous voyez, ces beaux tableaux, etc. Eh ben, ça, c'est le fascisme. Rien à voir avec l'extrême droite libérale américaine que vous avez retrouvée au Salvador ou aussi bien au Cambodge, Lon Nol. Ça, c'est l'extrême droite, ok. Mais il faut faire le distinguo, Et le Front National n'est ni fasciste ni d'extrême droite. Il est plutôt néo-conservateur, libéral, Voilà. Alors, je ferme cette parenthèse. De 1979 à 1992, la guerre civile a lieu au Salvador. C'est une guerre assez terrible et beaucoup de population va quitter le Salvador pour s'installer aux États-Unis. Et les jeunes qui sont dans les familles, qui s'installent, n'arrivent pas à s'intégrer dans la société américaine. Et ils vont commencer à former des gangs. Et c'est ces fameux gangs qui dans les années... Alors c'est le MS-13, etc. Donc c'est des gangs qui deviennent de plus en plus violents et qui ont une dérive aussi sataniste. On en parlera après. Donc c'est effectivement un de ces gangs, d'ailleurs le MS-13, la Mara Salvatrucha, est formé par un ancien militaire qui s'appelle Ernesto Deras, un ancien militaire formé par les Américains, un escadron de la mort. Je rappelle que la mafia dans tous les pays du monde, est internationaliste, mondialiste. 2, elle est ultra-capitaliste, elle exploite là du coup sans vergogne les plus faibles, et ensuite elle est totalement sans morale, et plus par moment des dérives satanistes avec le MS-13. Alors ce monsieur, cet ancien militaire, prend le contrôle, réorganise cette mafia et lui donne une ampleur jamais vue. Drogue, extorsion, prostitution, etc., etc. Alors, dans les années 90, sous Clinton, il y a une nouvelle politique aux États-Unis qui est l'extradition des mafieux. Alors, les gangs des MS-13, les chefs, etc., sont renvoyés au Salvador, pardon. Et ils arrivent au Salvador, qui est un pays déchiré par la guerre civile. Alors, la guerre civile prend fin en 92, quelques années après. Il y a un accord qui est trouvé entre les différentes parties. Mais le pays est ravagé, extrêmement pauvre. C'est sans doute le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud et centrale, voire du monde.
et les gangs s'épanouissent, ils remplissent le vide et prennent un contrôle démesuré du pays, à tel point que le Salvador devient le pays le plus dangereux du monde. Plus dangereux du monde. Il n'y a pas encore si longtemps, il était plus dangereux que Haïti, qui est aussi aux mains des gangs de l'ultra-capitalisme. Alors, c'est en 2015 qu'un jeune, Nayib Bukele, devient le maire de San Salvador. Il est issu lui-même d'un parti de gauche, qui est le FMLN, c'est cet ancien parti marxiste, enfin cette union marxiste, chrétienne et nationale révolutionnaire, mais de gauche, plutôt dire, et lui devient le maire. À cette époque-là, il est plutôt un maire progressif, voire woke, LGBT, etc. 2 ans après, quand il est maire de la capitale du Salvador, de San Salvador, et 2 ans après, il doit quitter son parti politique et démissionner. On lui met la pression, on le rejette. Pourquoi? Parce que il a eu un clash avec une élue locale, il lui jette une pomme à la tête, un truc comme ça. Bon, donc il est rejeté par ses pairs. Hein, ça c'est important. Alors, il se rapproche d'un petit parti de droite, Nouvelles Idées, et il se lance contre la corruption des castes politiciennes. Parce que le véritable problème, le véritable mot de notre société, c'est le pharisanisme, c'est la corruption. Et là, ça devient son motto. Hein. En 2019, lors des élections présidentielles, donc, il se présente sous l'étiquette de la Grande Alliance pour l'Unité Nationale, le GANA, et il est élu au premier tour avec 53% des voix. Il a 37 ans. Il devient le premier président depuis la fin de la guerre civile en 92 qui est ni d'extrême gauche ni d'extrême droite à l'américaine. C'est une nouveauté, c'est une troisième voie, la voie du milieu. Mais il n'a pas la majorité au Parlement, donc ça va nous rappeler des choses actuelles. Et donc en 2020, le Congrès refuse le financement de son plan contre les gangs, contre le capitalisme le plus le plus mauvais qui existe, c'est-à-dire le capitalisme de la mafia. On lui refuse cette aide parce que ils reçoivent des pots de vin. C'est un pays extrêmement corrompu, bien évidemment. Et là, il envoie les troupes à l'Assemblée. Regardez la photo. Et il obtient les pleins pouvoirs. C'est exactement ce que Napoléon III a fait. Exactement ce qu'il a fait. Nayib Bukele est donc en croisade à partir de ce moment contre le mal, c'est-à-dire contre les gangs, contre la mafia, la corruption. Et aussi contre Satan, car Nayib Bukele croit en Jésus-Christ. Et je rappelle que Jésus-Christ, il n'est pas venu pour faire la paix. Il est venu avec son épée pour diviser les hommes et combattre Satan, c'est-à-dire les mafieux, la corruption, le mal absolu défini comme étant l'ultra-capitalisme le plus sauvage. L'exploitation du plus faible par le plus fort. Qui est un trait humain, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas lié à une politique spécifique, c'est humain. Nous sommes faibles. Alors, peu après son investiture, Nayib Bukele rompt ses relations diplomatiques avec le Venezuela, qui est un pays plutôt à gauche, on va dire, comme vous le savez, et il reconnaît l'opposant, vous savez, Juan Guaido, pardon pour la prononciation, comme étant le président. Bon, troisième voie, on peut par moment être avec les Américains, on peut par moment être avec les Russes ou les Chinois, etc. Suivant nos intérêts du moment. En 2021, ces rapports avec les États-Unis, du coup, et aussi se dégradent parce que suite au Covid, il se rapproche de la Chine et il a un prêt de la Chine. Les Chinois l'aident. Et là, les Américains sont pas contents. La CIA monte un petit dossier, commence à sortir des affaires sur lui, etc. Hein, la troisième voie n'est pas acceptée par les Américains. Jamais. De Gaulle n'a pas été accepté par les Américains parce que les Américains, je dis bien les Américains démocrates, ça c'est l'extrême droite. Tel que les antifas l'imaginent et ne comprennent pas que le fascisme n'a rien à voir avec l'extrême droite. En 2021, après avoir composé ses débuts avec un parlement lui étant hostile, il y a des nouvelles élections législatives et là, il remporte les élections. Donc là, il a les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Les Américains lui envoient toujours des petits dossiers, mais toujours est-il qu'en 2022, alors, il y a sans doute eu des accords avec les gangs. On est obligé de traiter avec le mal pour le combattre. On ne peut pas le combattre d'une voie, d'une traite. Il faut être un peu plus subtil, il faut être plus malin que le malin.
Mais en 2022, ces accords sont rompus parce que Nayib Bukele réorganise les prisons. Vous savez, les prisons dans les pays émergents, notamment en Amérique du Sud, sont aux mains des mafieux. D'accord? Donc les gangs se partagent les prisons, les prostituées peuvent rentrer. Les prisons sont parfois construites par les mafieux eux-mêmes, avec des portes secrètes, des chambres secrètes, des tunnels d'évasion, de sortie, etc. Donc Bukele réorganise les prisons et mélange les gangs. Il casse l'autorité des gangs dans les prisons. Et ça, les gangs ne l'acceptent pas. Et ça, c'est en 2022. Il y a des 87 assassinats en 2 jours, en 3 jours. Les mafieux sont dans la rue. C'est la guerre civile redémarre. Et alors là, Nayib Bukele réclame la guerre totale contre les gangs. Et près de 70 000 personnes sont ainsi arrêtées. Là, je rappelle qu'il a les pleins pouvoirs. Il construit des nouveaux centres pénitentiaires. En gros, c'est un peu aussi ce qu'a fait, ce qui a vécu les Philippines. C'est une guerre totale, dure, plein pouvoir aux militaires, plein pouvoir aux policiers. Oui, il y a des innocents en prison. Oui, il y a des dommages collatéraux. Bien évidemment, et des erreurs sont faites, mais il en finit avec la mafia, avec l'ultra-capitalisme le plus sauvage qui existe, avec les lobbies, avec la corruption. Il arrive à le faire. Et aujourd'hui, même si l'état d'exception a toujours lieu, même s'il se décrit comme étant le dictateur le plus cool de la planète, eh bien, il a réussi. Le Salvador est devenu un pays en paix. Les petits gens peuvent vaquer à leurs occupations sans être rackettés par ces gangs. Donc ça, c'est une réussite. Alors, on peut le critiquer, bien évidemment, il a sans doute fait des erreurs, etc. Mais c'est une réussite. Voilà ce qu'a réussi à faire le dictateur cool, Nayib Bukele, en quelques années. Et je vous rappelle qu'il 2024, de nouvelles élections ont lieu. Alors oui, il ne pouvait pas se présenter, comme Napoléon III. Il a changé un peu la constitution. C'est mon dictateur bien-aimé. Oui, la démocratie n'est pas le meilleur système politique. La preuve en est. Si vous avez affaire à des gens bons, Jésus n'était sans doute pas un démocrate dans l'absolu. Mais il a remporté les élections en 2024, donc il y a quand même toujours un peu de démocratie, malgré tout, avec 84% des voix. Alors bien évidemment, pour un Français, c'est comme Poutine, c'est sans doute des fausses élections, bien sûr, mais toujours est-il que la population semble l'aimer, l'aduler même. Je rentre dans la partie philosophie. Alors, Nayib Bukele est le fils d'un musulman. Et d'ailleurs, il est sans doute un peu musulman. Moi, je pense qu'il est un peu agnostique, c'est-à-dire il fait du syncrétisme. Il aime Jésus, ça c'est certain. Et il doit mélanger sans doute un peu religion musulmane, même peut-être juive, avec Jésus. C'est pas très grave à mes yeux, car si son objectif est de trouver la paix dans son pays, eh bien, qu'il le fasse par cette voie. Il a, comme je vous le dis, la foi en Jésus. Il lutte contre la corruption, contre le mal. Ce qui définit le mal, alors là on parle du mal absolu, des gangs. Des gangs qui tuent des femmes, des enfants. Il y a même des rituels sataniques au sein de ces gangs, je le rappelle. Regardez les photos. Donc c'est vraiment une lutte contre le mal absolu. Du coup, le mal, on peut dire, de quasiment l'extrême droite dans le sens du capitalisme ultra-libéral sans pitié. Le capitalisme de la mafia, c'est-à-dire de collusion, d'intérêt, de magouille, de corruption, etc., etc., etc. Bukele, à travers ces années, est devenu plutôt conservateur, je dirais, dans le sens où aujourd'hui il est contre le mariage gay, le wokisme, etc., contre l'avortement sauf en cas de danger pour la mère, etc., parce qu'il a trouvé la foi. Il a trouvé la foi dans le sens défini de la protection de la vie. Alors, le mal, le Satan, la corruption, ça, on peut l'éliminer. Je suis, moi, tout à fait d'accord. Et il faut protéger la vie par tous les moyens. Je veux dire, voilà, c'est ça le message, entre guillemets, de Jésus. Alors, là, on peut se poser une question d'un point de vue philosophique, parce que ça ressemble un petit peu également d'un certain côté à ce que Poutine dit. Il y a peut-être une guerre civilisationnelle en cours entre, on va dire, l'international du mal, du mafieux, des lobbies, de la corruption,
regardez l'Europe, Gertrude, la SS Totenkopf, gardienne de camp de concentration, Gertrude est sans doute une des femmes les plus corrompues au monde, les histoires Pfizer, des vaccins, etc. Voilà, on est face à ça, à cet ordre-là, à ce niveau de corruption mondiale. Le fils Biden, là on est en train d'accuser Trump d'avoir donné 130 000 $ pour ce qui est légal aux États-Unis pour qu'une actrice porno ne divulgue pas certaines informations. C'est un contrat, c'est légal. On l'accuse pas contre ça, on l'accuse pour une mauvaise comptabilité. Tandis que le fils Biden, lui, totalement corrompu, des milliards en Ukraine, etc., etc., lui va sans doute peut-être ne jamais aller en prison. C'est ça la corruption, c'est ça le pharisanisme, c'est ça la mafia. C'est ça la mafia d'extrême droite qu'il faut combattre. Alors là, je suis d'accord avec Mélenchon, oui, il faut le combattre. Mais pas non plus tomber dans l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, c'est pas non plus la panacée. Hein, c'est la troisième voie qu'il faut, la voie du milieu. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, je vous conseille de regarder la dernière vidéo de Asselineau, de François Asselineau, sur les partis politiques. Là, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez compris, pour résumer un petit peu, l'extrême droite, c'est l'extrême droite que les Américains mettent en place, c'est-à-dire un néolibéralisme, un ultracapitalisme. On s'allie avec les mafieux, c'est pas grave, puisqu'il faut à tout prix garder son pouvoir. Biden doit garder son pouvoir par tous les moyens, quitte à mettre Trump en prison, quitte à faire la guerre avec la Russie, etc. Parce que les mafieux qui contrôlent ce monde, enfin les ultra-riches, et les mafieux, c'est le même groupe, hein, ils s'entendent bien, c'est des mondialistes qui veulent garder leur pouvoir. Ce qui est compréhensible, quand vous êtes au pouvoir, ben vous voulez le garder par tous les moyens. Qu'il y ait des morts, des dommages collatéraux, etc., ils s'en foutent. Quitte à massacrer leur propre peuple, ils s'en foutent. Regardez les États-Unis, regardez les ravages de la drogue, des médicaments, etc. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas de conscience du bien. Ils ne pensent qu'à eux. Ce sont des psychopathes. Alors, cette guerre civilisationnelle dont parle Poutine, dont parle Bukele, dont parle un peu la Chine aussi, mais également mon dictateur bien-aimé au Cambodge, hein, Samdech Moha Bovar Tipadei Onmanet, qui est notre guide suprême, mais lui, il aime son peuple. Bukele aime son peuple. Je pense que Poutine aime son peuple. Oui, rien n'est parfait, bien évidemment. Il y a des erreurs, il y a des innocents en prison, il y a un peu de corruption, parce que la corruption, pour totalement l'annihiler, il faudrait qu'on soit tous des moines, hein, des saints, mais ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut se donner des moyens de la troisième voie politique, ni Mélenchon, ni Bardella, hein, parce que c'est à peu près kiff-kiff bourricot au final, eux-mêmes sont cooptés et payés par ce grand capital mafieux pour diviser les peuples, etc., etc. Alors maintenant, petite parenthèse sur les législatives. Donc la vidéo de François Asselineau, toujours aussi juste, regardez-la, je vous mettrai le lien. Et il compare les programmes. Alors, je vais tout de suite évacuer, comme il a fait lui-même, etc., également le Rassemblement national, qui n'a pas vraiment de programme, ils ont des points, eux ils rêvent en fait. En réalité, la droite, pas l'extrême droite, hein, ouais, allez, la droite à l'extrême droite si vous voulez, mais dans le sens américain, d'accord. D'ailleurs, c'est des pro-américains, Bardella, il est totalement anti-Poutine, etc. Donc c'est aussi un young leader, donc on peut le mettre dans l'extrême droite à l'américaine. Ça me dérange pas, mais pas fasciste. Hein. Là, les antifas, tout ça, revoyez votre logiciel interne. Même Mélenchon ne parle pas de fascisme, parce qu'il a une culture politique, lui, au moins. Alors, il n'y a pas de programme. Hein. En gros, c'est un peu la faute des immigrés, faut faire ci, faut faire ça, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme politique. Le Rassemblement national, ça va être un vote de contre Macron, un vote de révolte. C'est ni plus ni moins, parce qu'il n'y a pas de troisième voie. Donc, comment faire? Voilà. Donc, bon. Et tout ça, c'est pour remettre Macron au pouvoir. Vous le savez, vous l'avez compris. Bon, alors maintenant, sur le nouveau Front populaire. Bon, les marxistes, eux, ils bossent. Ça, il faut toujours le reconnaître. C'est le travailleur. Mélenchon, il a des équipes. Il fait des dossiers. Il bosse. Et il a fait un programme qui est quand même un petit peu plus poussé, un petit peu plus cohérent, mais totalement délirant. Hein, totalement délirant. Parce que lui, il associe des Palestiniens avec des Juifs extrémistes. Donc, en fait, Glucksmann, c'est un sioniste, hein, il faut pas se cacher, payé par la CIA, c'est sans doute assez vrai, totalement pro-israélien, donc anti-palestinien, et Mélenchon, il associe ce gars avec sa frange pro-palestinienne des quartiers.
Bien évidemment, ça va pas marcher, hein, c'est n'importe quoi. Et après, au-delà de ça, Mélenchon, il a un biais cognitif important. Parce que lui aussi, il est pour la guerre civile. Regardez la vidéo. En quelque sorte, et pour résumer par deux mots, chacun pour soi sur une base ethnique, ou tous ensemble sur une base créole et universaliste. Voilà ce qui est une nouvelle fois en cause. Et donc, à partir de là, la France est mise au pied du mur de la question de son identité. Qui elle est? Qui elle est? Est-elle la nation qui regroupe dans un seul peuple des différences culturelles, des différences des fois de pratiques, de cuisine, n'en parlons pas, d'origine? Et je ne cesse de rappeler que quand moi je suis né, on avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Alors, donc, c'est presque risible. Le Français de souche, c'est-à-dire le Français qui se dit français, alors je sais pas trop comment définir, parce que après lui il fait le distinguo entre les Bretons, etc., et les Corses. Donc le français est un problème pour la cohésion nationale. Donc en fait c'est le paysan. Hein. On va définir le français de la campagne comme le paysan, hein, qui a des racines françaises, qui est catholique, etc. Donc c'est lui le danger pour la cohésion nationale. Non mais il veut la guerre civile. Je veux dire, c'est complètement délirant, c'est un non-sens total. Par contre, il nous parle. En fait, Mélenchon, il raisonne le monde en tant qu'urbanisation. Hein, c'est un homme urbain, lui. C'est pas un paysan. Hein. Il ne sait pas trop ce que c'est que la campagne. Donc, effectivement, la région parisienne, c'est une région d'immigrés. Bien, bah oui, il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Normands, il y a des Arabes, des Tunisiens, des Algériens, des Sénégalais, etc., etc. Et surtout des ultra riches. Hein. C'est là notre problème. Mais bon. Donc lui, il veut refaire un peuple, mais en éliminant le paysan français, le français de souche. Parce que lui, c'est un danger pour la cohésion nationale. Mais je sais, c'est n'importe quoi. Mais c'est complètement, c'est un délire, c'est une maladie mentale. On en est où là? Il veut la guerre civile. Donc en fait, de Bardella à Mélenchon, ces gens sont payés par les pharisiens, par les ultra-riches, par l'extrême droite, en réalité américaine, mondialiste, pour créer une guerre civile en France. Parce que le potentiel français, c'est la troisième voie, c'est De Gaulle. Si un nouveau De Gaulle ou un nouveau Napoléon III, et là, regardez les vidéos avec Joachim Murat, le descendant du prince Murat, qui est plutôt de gauche, avec Kuzmanovic, la troisième voie. Si une troisième voie se crée réellement avec toutes les bonnes âmes de Asselineau, à Philippot, à Kuzmanovic, au prince Murat, etc., et qu'une troisième voie, et qu'on met un nouveau Napoléon aux 3 ou 4 au pouvoir, un nouveau Bukele au pouvoir, et après je vais vous décrire le programme qu'il faudrait, et bien ça c'est la révolution. Voilà, il faut quand même revenir dans une réalité. Je rappelle que Marx, M. Mélenchon, n'a jamais été marxiste, et que Marx a été payé par la Ligue des Justes pour écrire le Capital. Tout comme Trotsky a été financé par les banques allemandes pour aller foutre le bordel en Russie. Heureusement que Staline a, quelques années après, pris le pouvoir, lui en tant que national-bolchevique, et a redressé son pays. Le problème, c'est alors, si on définit les choses correctement, c'est cette extrême droite américano-parisienne. C'est cette extrême droite mafieuse. Le véritable problème, c'est le capitalisme de collusion, le capitalisme mafieux, le parisianisme, l'injustice. Comme dit Bukele, il y a assez d'argent pour tous. C'est juste qu'il est mal réparti, cet argent, parce qu'il est aux mains de la mafia. Donc si on veut s'en sortir, il faut casser cette mafia. Il faut reprendre le contrôle chez nous, et à partir de là, on va pouvoir de nouveau vivre en paix. Et là, lancer des programmes économiques, laisser un peu de liberté aux gens, et tout ira bien. Vous comprenez, monsieur Mélenchon? Arrêtez de faire peur aux gens et arrêtez de vouloir faire une guerre civile. Ça ne va pas fonctionner. Vous êtes comme Bardella, vous êtes comme l'extrême droite américano-capitaliste pharisienne. Vous êtes, vous aussi, financé par ces mafieux pour déstabiliser le monde, la France, parce que la seule solution, c'est la troisième voie.
Donc exactement ce que fait Nayib Bukele en ce moment. Et c'est pas du tout votre voie. Je rappelle que Jésus, ce premier révolutionnaire, est venu sur terre aussi pour diviser, mais pour surtout diviser quoi? Pour diviser le mal du bien, pour combattre les pharisiens. C'est eux notre ennemi, c'est ce capitalisme d'extrême droite, ultralibéral, mafieux. Ce capitalisme de collusion. Est-ce que vous comprenez, monsieur Mélenchon? Glucksmann, qui vous a rejoint, est un agent de la CIA. Ce type n'est pas du tout pour la paix. Il travaille pour une agence qui s'appelle la CIA. Il est également pro-israélien, sioniste. Et vous pensez qu'il va s'allier avec vous et que ça va pas exploser avec votre frange palestinienne des cités? Mais c'est n'importe quoi. C'est pire que le RN. C'est pire que cette grosse daube de Ciotti qui est venue, ou Marion Maréchal qui trahit au premier moment venu, comme le dit Zemmour, qui a quand même un peu d'humour, pour le regroupement familial. C'est aussi dingue. C'est aussi dingue. Quand même, il faut avoir des pieds sur terre. Monsieur Mélenchon, vous travaillez pour ces mafieux. Vous êtes autant coupable que Bardella. C'est pas parce que vous avez un background marxiste, ah, je suis un intellectuel de gauche, patati patata. On s'en fout de ça. On s'en fout. Je rentre dans la politique. Le véritable problème de la politique de nos jours, c'est l'injustice. C'est comme le dit Nayib Bukele, l'argent est coopté par ce capitalisme de collusion. Ces mafieux qui ont ni pays. La mafia, elle n'a pas de pays, elle travaille avec le monde entier. Hein. Les mafias siciliennes, elles travaillent avec les mafias chinoises, sans aucun problème. Eux, c'est de l'ultra-libéralisme, de l'ultra-capitalisme. C'est ça l'extrême droite. La mafia est d'extrême droite. Ça, oui. Alors, Nayib Bukele ou Napoléon III, c'est dictateur bien aimé. Voilà la solution, à mon sens, comme le Cambodge où je vis. Reprendre le contrôle de son territoire, c'est ce qu'a fait Nayib Bukele. Sortir du mondialisme, c'est-à-dire de ce lobby d'extrême droite ultra-capitaliste, ce capitalisme de collusion, ce pharisianisme. Et ensuite, 3, une fois que vous avez repris le contrôle, ben vous allez pouvoir relancer l'économie, faire de la politique et des programmes de grande envergure, comme a fait De Gaulle en son temps, et relancer son pays. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Napoléon III. Napoléon III, il a fait exactement cette chose-là. Et là, je vous invite à regarder la vidéo avec Greg Tabibian et avec le prince Joachim Murat. Extrêmement intéressant, je vous mets le lien. Le franc germinal est à l'époque, c'est une création de Napoléon Ier, mais le franc germinal est la monnaie la plus stable du monde. C'est le dollar de l'époque en fait, et donc le franc germinal qui est le franc, et là c'est le Deutschmark et le dollar de l'époque. Donc ça va permettre, si tu veux, une explosion des investissements sur le sol français. Tu vas avoir un gigantesque développement de la recherche et du développement, des technologies. C'est là que tu vas avoir Jules Verne va écrire De la Terre à la Lune sous le Deuxième Empire, c'est normal. Tu vas avoir une explosion du chemin de fer, du télégraphe, on va mettre un câble transatlantique jusqu'à New York. Enfin, il faut comprendre ce que ça crée comme changement. Un câble transatlantique pour envoyer les télégraphe électrique. Donc, explosion du télégraphe électrique. Donc, d'un seul coup, les gens se parlent beaucoup plus vite. Explosion du train. Donc, les gens peuvent aller d'un endroit à l'autre autrement qu'à pied ou à cheval. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc la France ne se voit plus de la même façon. Les Français sont plus proches les uns des autres, se parlent plus facilement, communiquent beaucoup plus facilement. Et le télégraphe électrique qui existait avant Napoléon III, c'est pas lui qui l'a inventé, mais lui il le généralise et il va surtout l'ouvrir au secteur privé. Donc les échanges commerciaux, les banques vont travailler avec du câble électrique. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc il y a une explosion de la prospérité sous Napoléon III qui est gigantesque. Et pour te donner un truc qui va nous parler à tous, l'augmentation moyenne de tous les salaires en France à l'époque est de 47%. Alors bien sûr, un dictateur bien aimé ne veut pas être parfait. Donc il y a des innocents en prison au Venezuela. Il y a sans doute encore un peu de corruption. Il y a eu un accord avec les gangs qui a été cassé. On ne peut pas devenir blanc du jour au lendemain. Il y a des étapes comme partout. Mais pour autant, son bilan est positif. Aujourd'hui, le Venezuela est un des pays les moins dangereux au monde. Alors qu'il y a quelques décennies, c'était le pays le plus dangereux au monde, plus dangereux que Haïti, qui est aussi aux mains de ces capitalistes, de cet ultra-capitalisme mafieux. Alors, sur le plan économique, il est plutôt libéral, mais moi aussi, je suis pour la liberté d'entreprendre. C'est très bien.
le petit entrepreneur, il fait aucun mal. Au contraire, c'est lui qui crée la richesse. L'artisan, vous savez quel est le premier employeur en France? C'est l'artisan. C'est pas les grands groupes comme Thales, L'Oréal ou je ne sais quoi encore. Là, on est à la limite de l'ultra-capitalisme. Alors, sur le volet économique, M. Bukele, je vous invite à prendre exemple sur Napoléon III. Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon III? Il a donné le droit aux travailleurs. Oui, M. Mélenchon. Il accorde aux travailleurs français le droit de grève et de syndiquer, renforçant ainsi les mouvements ouvriers et améliorant les conditions de travail. Il a donné l'éducation aux femmes. Il a autorisé, Napoléon III a permis aux femmes d'être admises dans les universités françaises. C'est Napoléon III. Promouvant ainsi l'éducation et l'égalité des sexes. En politique étrangère, eh ben, il vise à réaffirmer la finance française en Europe et dans le monde. Oui, la France est un empire et doit le redevenir. La guerre de Crimée, eh ben, Napoléon III, il a mis un coup sur le museau de l'ours russe. On peut combattre les Russes s'il le faut. L'ours russe a une tendance impérialiste, tout comme le puma américain. Il faut mettre des limites à tout. Il faut protéger notre espace de paix, mais il faut s'en donner les moyens. Donc il a gagné la guerre de Crimée. Il a fait des traités de commerce avec la Grande-Bretagne et qui a profité à la France dans un épanouissement économique. Il a fait la rénovation urbaine. Vous savez, Paris, Haussmann, mais c'est Napoléon III. Napoléon III lance un vaste projet de rénovation sous la direction du baron Haussmann. Ce projet comprenait la reconstruction des grands boulevards, la création de parcs publics, l'amélioration de l'assainissement, les égouts. C'est exactement ce qui se passe au Cambodge. Mon dictateur bien-aimé du Cambodge, il y a des grands travaux partout, à Phnom Penh, dans la capitale. Dans 10 ans, ça sera une ville superbe. Il faut que le peuple puisse vivre dignement, avoir des parcs. Il a fait des réformes de santé. Il a élargi l'accès aux soins de santé en créant des hôpitaux, des cliniques, des services de santé publics. L'objectif était d'améliorer le bien-être général de la population et il l'a fait. En termes d'éducation, Napoléon III encourageait l'enseignement primaire universel en le rendant obligatoire. Oui, c'est pas, je ne sais plus quel roi que j'ai plus en tête. Non, c'est Napoléon III qui a rendu l'enseignement primaire universel de 6 à 13 ans obligatoire. Il a fait des expansions coloniales. C'est l'Empire français. Alors on peut en discuter de ça, mais dans l'absolu, Napoléon III cherche à étendre l'influence française à l'étranger. Il établit des colonies en Indochine, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Il renforce la présence internationale française, ce qu'il faut faire. La France a toujours le plus grand littoral français au monde. Réseau ferroviaire. Il investit massivement dans la construction d'un vaste réseau ferroviaire à travers la France, reliant les villes et les régions. Ce développement des infrastructures françaises a développé la croissance économique et a amélioré les transports. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que fait encore le Cambodge. En ce moment, au Cambodge, on a des autoroutes en construction, on a un canal en construction, on a des chemins de fer en construction. Et enfin, l'art et la culture. Napoléon III a soutenu les arts, notamment en construisant l'Opéra Garnier, en encourageant le mouvement artistique comme les impressionnistes. C'est pas rien, les impressionnistes tout de même. Et il a fait de l'art pour tous. Des banquets, des fêtes, du travailleur, du prolétaire, jusqu'au noble. Je rentre dans la conclusion. Bon, espace et paix, tout est expliqué dans ce livre. Nayib Bukele a mis sur pied, en 2009, un espace de paix. Il a repris le contrôle, il est redevenu souverain chez lui, en cassant cette extrême droite mafieuse de collusion aux mains des pharisiens, c'est-à-dire des ultra-capitalistes américains qui ne veulent que améliorer leurs propres conditions. C'est pas anormal en soi quand vous avez le pouvoir. Pourquoi est-ce que vous voulez de partager? La plupart des gens sont égoïstes. Nous sommes peu à être des saints. Être un saint, ça court pas les rues, c'est compliqué, c'est dur, parce que nous sommes faibles. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des protocoles de protection. Il faut mettre en place une politique de la troisième voie nationale. Pourquoi nationale? Mais parce qu'on fait d'abord le ménage chez soi. Et tous les peuples français sont les bienvenus, monsieur Mélenchon, incluant le français de souche paysan. Ils sont forts, ces marxistes, quand même. C'est assez incroyable. Bientôt, on va accuser le français de souche paysan comme étant la menace principale du pays. C'est incroyable, c'est cette politique de renversement, hein, d'accusation inverse. C'est incroyable, ça. Donc tous les Français sont bienvenus à partir du moment où ils ont le même niveau de politesse, d'entente et d'envie. Parce que faire un collectif, c'est partager un bien commun et le protéger. Et une fois qu'on a repris le contrôle chez soi, dans sa nation, eh ben, on peut penser aux autres nations, à les aider.
Mais c'est comme si j'allais vous dire, viens habiter chez moi, et que j'ai pas de lit pour t'accueillir, et que tu dors par terre comme un chien. Ben, je vais pas t'amener chez moi. C'est du bon sens, tout ça, tout de même. Alors oui, le bilan de Bukele n'est pas que positif. Il y a des plaintes, il y a sans doute beaucoup d'innocents en prison. Par exemple, Janet Aguilera le condamne, elle dit que ce qu'il fait, c'est du marketing. Il y a sans doute un peu de vrai là-dedans aussi, mais en tout cas, il l'a fait. En tout cas, lui a mis fin au système mafieux, à cette extrême droite néolibérale ultra-capitalisme de collusion mafieuse, parisianiste. Il a mis fin à ça. Il est redevenu souverain chez lui. Et maintenant, il va pouvoir penser à son programme économique. Et d'ailleurs, en parlant d'économie, il a quand même eu la clairvoyance et l'intelligence de rendre le Bitcoin, le BTC, tout à fait légal. Au Salvador, il fait venir des ingénieurs, il fait venir des gens du monde entier. D'ailleurs, si j'étais pas au Cambodge, je dirais peut-être vivre au Salvador, parce que c'est un pays qui va exploser dans les décennies. C'est un pays où il faut bon vivre aujourd'hui, où tout est à faire. Donc, je vous invite, si vous êtes jeune, si vous avez envie de participer à cette révolution nationale de la troisième voie salvadorienne, allez-y. Allez chez Nayib Bukele. Vous serez sans doute accueillis les bras ouverts si vous avez un projet à apporter, si vous avez une richesse à partager. Alors Nayib Bukele est souvent considéré comme un libéral conservateur. Mais lui-même se présente ni de droite ni de gauche. Il vient de gauche, il vient de cette gauche marxiste, internationaliste, wokiste et LGBT. Mais il en est sorti, parce qu'il a compris que c'est aussi pourri dans ce milieu-là. Je rappelle, Marx n'a jamais été marxiste. Hein, il a été payé pour écrire ce livre. Donc en réalité, la seule solution, c'est la troisième voie. Ni marxiste, ni d'extrême droite, au sens américain, ultralibéralisme, de ce capitalisme de collusion. Le fascisme étant également une troisième voie, qui avait ses défauts et ses qualités, mais c'était certainement pas un mouvement d'extrême droite. Hein. Donc tous les petits antifas qui combattent le fascisme, revoyez votre logiciel. Vous combattez l'ultracapitalisme, le néolibéralisme, vous combattez peut-être la mafia, qui est par essence ultralibérale et internationaliste. Comprenez ça, redevenez un petit peu nationaliste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire celui du souverainisme. Il faut d'abord faire le ménage chez soi, devant chez soi, avant d'aller critiquer les autres, et dans votre tête aussi, pareil. Alors, Nayib Bukele est une troisième voie, un exemple pour nous, pour la France, à prendre. Il a quitté cette extrême gauche marxiste un peu délirante, où les gens de souche sont le danger pour la nation. Quelle inversion accusatoire, c'est fantastique. Et il est redevenu dans le bon sens, c'est-à-dire, en fait, il est un peu plus conservateur, il est contre le mariage gay, pas contre l'homosexualité, contre le mariage gay, contre ce wokisme où on peut se déclarer homme ou femme à sa guise, et bientôt on va pouvoir changer d'âge. En fait, moi j'ai 12 ans, donc si je viole une petite fille de 12 ans, je ne suis pas un pédophile parce que je déclare avoir 12 ans. Ça, c'est la porte ouverte qui a été faite par Descartes. Hein. Je suis ce que je pense. Si j'ai 12 ans, j'ai 12 ans. Et donc, je peux me permettre de violer une fille de 12 ans. Je ne suis pas un pédophile, non, non. J'ai un âge, je me définis comme ayant 12 ans, monsieur. Bon, ben, il est sorti de ça, il est redevenu à la réalité. Hein. Il a réussi à reprendre le contrôle chez lui. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut recréer cette troisième voie de Kuzmanovic à Onfray, à Asselineau, à Philippot. Donc on va laisser les deux extrêmes délirants, de l'extrême gauche à l'extrême droite, néolibérale, américano-parisienne, se casser la gueule. Hein, on va regarder ça. Votez pour le RN ou pour Mélenchon, en tout cas pas pour Macron. Faites votre vote de contestation. Et laissez tout ce beau monde s'écrouler. Alors il y aura peut-être de la casse. Pour recréer, comme Nayib Bukele, une troisième voie, la seule voie pour sortir la France de cette misère dans laquelle elle se trouve. À bon entendeur, salut!